Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. En direct de notre bunker de confinement, bienvenue à l'épisode 67 de égale RG2. De bande dessinée, de Gogno et de Matraque Molle. Bienvenue à votre rendez-vous pandémique hebdomadaire de bande dessinée E égale RG2, un projet de recherche de la chaire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Allô! D'Olivier Morissette. Bonsoir. Et de Guillaume Plante. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, Guillaume. Merci. On est toujours dans notre bunker. Nous, on se déconfine pas. Hein? Non. Nous, on se déconfine pas. Moi, vous savez, on est tous abonnés à des chaînes YouTube. Là. On a fait nos propres recherches. Puis moi, je me déconfine pas. Je suis même pas sûr qu'à l'extérieur, il y a encore un monde. Ouais, moi aussi, je me surconfine. Je me maintiens à 15 mètres. Je mesure puis tout, là. Moi, plus ça va, moins j'ai de contact avec le monde extérieur. Tu as même moins de contact avec toi-même, je pense. Ah oui, ça fait longtemps que je me suis mis sur la liste de ceux que je ne dois pas fréquenter. Il y a des gens qui veulent me faire des câlins sous prétexte que c'est ma conjointe et mes enfants, mais je leur dis non, 15 mètres. Puis je leur lance des objets. Ils pleurent. Très bien. Les dernières semaines, pendant le confinement, on a beaucoup parlé de bandes dessinées européennes. On a beaucoup exploré le thème de la recherche du Tintin perdu, le thème qui nous préoccupe depuis maintenant presque un an. Mais là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient un petit peu en arrière. Lors de la saison 3 de Égale RG2, on avait fait le combat des genres, où à chaque semaine, on prenait un genre de bande dessinée, on choisissait tous une bande dessinée dans ce genre-là, et on en parlait pendant une bonne heure. Et donc, ce soir, c'est ce qu'on va faire. On a épuisé tous les genres, il n'en reste plus, je crois. Non, aucun. Ce qu'on va faire, c'est un combat des BD, mais des BD québécoises qu'on n'a pas lues. Donc, c'est le combat des genres qui n'est pas un genre, qui sont des BD québécoises qu'on n'a pas lues. Qu'on n'avait pas lu. Qu'on n'avait pas lues. Merci, Guillaume, puisqu'on les a lues. On les a lus maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et là, vu qu'on commence à déconfiner, c'est plus facile de trouver 4 BD différentes. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait. Et comment ça va fonctionner, ce combat-là? C'est que nous, à l'émission, on est sous l'emprise, si vous voulez, d'une entité suprême qui est le grand goniomètre. Le grand goniomètre qui est en fait notre vieux goniomètre qui s'est déréglé et qui a pris le contrôle de l'émission. Et Guillaume, expert en goniométrie, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer des gonios. Et probablement aussi un appareil qui sert à mesurer des niomètres. Oui, la science est divisée sur le sujet. Il y a une percée massive dans la goniométrie dans les 2 dernières semaines. Ça évolue rapidement. Oui. Mais d'accord, vous vous imaginez qu'un goniomètre qui se dérègle, c'est pas le fun. Et donc, il a pris le contrôle de l'émission. Et ce qu'il faut faire, c'est pour choisir une des 4 bandes dessinées qu'on avait à chroniquer ce soir, il fallait faire une offrande au goniomètre et celui qui avait la meilleure offrande aurait le droit du premier choix et comme ça jusqu'au dernier. Ben justement, c'est ce qu'on va vous révéler ce soir. Quelle bande dessinée on a choisi et quelle offrande au goniomètre on a faite pour avoir notre offrande. On pourrait... qui avait eu le premier choix? Mais moi, je veux juste spécifier pour ceux qui se disent « Ouais, mais vous n'en avez plus de goniomètre, là, vous l'aviez perdu, il est brisé. » Mais on en a retrouvé comme un vieux, mais il était désuet. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a branché sur la 5G. Oui. Fait qu'il a réussi à nous donner notre ordre. Ben justement, c'est toi, Tania, je pense, qui avait le premier choix. Oui, exactement, parce que moi, l'offrande que j'ai fait, je pense que j'ai tombé dans le mille. Il y a vraiment beaucoup de gens là, qui sont à la recherche de levure actuellement, parce qu'on a fait beaucoup de notre pain. C'est super dur d'en trouver. Donc, j'ai acheté une boîte complète, le paquet de levure orange avec les 3 sachets. Comme ça, il y a juste à les utiliser quand il y a besoin. Il peut faire son pain. Et il a vraiment apprécié. Et avec cette offrande-là, moi, j'ai choisi La Rose du ciel de J.P. Perrault. Olivier, en deuxième.
Oui, ben moi j'ai offert au goniomètre quand même un prix là, qui me tenait à cœur. J'ai offert mes billets de saison pour les capitales de Québec. Ah, c'est le fun. Donc pour la prochaine saison qui s'en vient, là, ça peut paraître un cadeau pas très utile parce que y aura-t-il une saison, mais on sait que le baseball, ça peut finir tard. Donc le goniomètre est très content, surtout que c'est bien placé. Là, c'est la ligne du premier. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années que j'avance tranquillement dans la hiérarchie des capitales là, pour me retrouver là. Fait que moi, j'ai choisi le projet Chiatsung de Brigitte Archambault. Est-ce que Balbino Fouenne-Maillard joue encore pour les capitales, tu sais-tu? Je ne saurais dire. J'avoue que des fois, je lis la presse durant les games. C'est le joueur marionnette, ça. Oui. Je pense qu'il a été rapatrié, malheureusement, à notre grand désarroi. Ah, il était bon. Ben oui. Il était bon. Je suis troisième. En troisième, en fait, vous savez tous, au début du confinement, il y a eu la folie du papier de toilette. Moi, j'ai pas pris de chance. J'ai fait tous les magasins et j'en ai rapatrié vraiment beaucoup. Ce qui fait en sorte que maintenant que c'est disponible un peu partout, il m'en reste quelques-uns en trop. Donc, j'ai donné au goniomètre 450 rouleaux de papier de toilette. Ah, pas si mal. Et ça m'a permis de choisir la réédition de Mémoria de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. Moi, je voulais être smart, puis je voulais comme faire un petit cadeau original. Fait que, tu sais, le Purel aussi, c'est très populaire, mais en même temps, ça sert pas mal juste à se désinfecter les mains. Fait que j'ai essayé de mélanger du Purel avec du beurre, faire du beurrel pour qu'on puisse se désinfecter les mains et pouvoir beurrer des toasts. Mais le goniomètre a vite constaté que ça goûtait liable, fait qu'il m'a dit, toi, tu passes quatrième. Ça n'a juste pas de bon sens. J'ai encore vexé le goniomètre, je m'excuse. C'est un classique, hein, Guillaume, en quatrième, je pense. Je pense que je fais des mauvais cadeaux aux gens. C'est comme ça. Pourtant. Mais c'est l'intention qui compte. Hein? Ben oui. Tant que quand un cadeau, quand ça vient du cœur... ça y a levé le cœur. Ben, ça dépend. Au moins, il y avait le mot cœur. Ouais. Hein? Et ça t'a permis de choisir quoi? Oui, ça m'a quand même permis de choisir Humerlin, qui a eu 2 tomes aux éditions Michel Quintin. Donc, c'est nos 4 bandes dessinées pour ce soir. Comment ça va fonctionner? Première ronde, si vous voulez, on va tous vous donner notre appréciation de la BD, faire un petit résumé. Et en deuxième ronde, on va faire le Gogno Quiz. On va essayer de voir s'il y a des éléments similaires dans chacune de nos BD. Si vous voulez réécouter tous les épisodes de Égal RG2, c'est très possible. On est disponible sur les 2 plateformes principales de balado, soit Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook au RGCKRL ou tout simplement E égale RG2. On est également sur Twitter avec le ERG2. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter par notre hashtag personnalisé, le hashtag MatraqueMolle, qui peut également être utilisé sur Instagram avec le même hashtag. Envoyez-nous vos plus belles photos de MatraqueMolle. Oh, et d'ailleurs, la semaine dernière, dans l'épisode, je demandais aux gens de m'envoyer des photos d'eux pendant qu'ils écoutent l'épisode. Et j'en ai reçu une personnellement. Ben voyons donc. Ben oui, alors je tiens à saluer une de nos auditrices qui se fait bronzer en écoutant E égale RG2. Alors, ça m'a fait plaisir, mais continuez, c'est vraiment agréable de savoir qu'est-ce que vous faites si ça se partage. Puis j'ai aussi des auditeurs qui me demandaient là, est-ce que c'est sécuritaire d'utiliser le hashtag MatraqueMolle ces temps-ci? Mais sachez qu'on le désinfecte après chaque utilisation. Oui, c'est vrai. On met plein de beurrel dessus. Oui, il est désinfecté et un peu huileux. Et juste avant de parler de nos bandes dessinées, cette semaine, on a fait, il y avait un meme qui circulait sur Internet qui était une tendance, merci Tania, qui était de changer la lettre, une lettre d'un nom de groupe pour le ruiner. Et nous, on a fait la même chose, mais avec les bandes dessinées, avec les personnages et les titres de bandes dessinées. Et je vais en lire quelques-uns parce qu'il y avait on a quand même des auditeurs et des fans qui sont quand même très allumés. On a eu des résultats quand même assez très drôles et c'était pas seulement de nous.
On a eu Maxime Garneau qui nous a suggéré Astérix en torse. Ah bon. Et un autre, Klaus Pins, qui nous a proposé Astérix en morse. Et il a écrit Astérix en morse dans sa publication. Moi, j'ai suggéré aussi, quand même un bon succès, Tintin au pays des mauviettes. Ouais. On a également eu Tania, le vestiaire des fruits. Ben oui. Très drôle. La molaire de Fantomas. Et si l'amour s'était mimé, Guillaume, hommage à Fab Caro. Et si. On en a plein. On a Achille Tapon. Moi, je veux saluer aussi Hubert de Nicolini qui a sorti Astérix chez les Cretons. Oh, wow. On a le Péché Mognon, le gland du Duche, Guillaume, franchement. L'Argot Pinch, Modulton, ça, c'est tous les miens. Oh, wow. Là, c'est le fléau des vieux. On avait Paul dans le rétro, Paul Bordelot. On a eu beaucoup avec Paul. Paul au port. On avait Tiff et Pondu, en tout cas, Tintin au bongo, les 7 poules de cristal, Iris Boudreau. Très drôle. Oui, c'est très drôle, ça. Donc, allez voir ça. J'en ai eu sur Twitter aussi l'île Poire. Oui. Et le temple du sommeil. Ah, ben oui. Parce que j'avais écrit Bol 714. Pour Sydney. Alors, tout ça est vraiment très drôle. Ça nous a fait un samedi après-midi très drôle. Je vais en souligner un dernier. Grégory Cordeau qui met Tintin et les Picaroses avec un Z. Sauf que ça nous dit pas si c'est Picarose ou Picarose. Picarose. Lequel est lequel? Hey là. Ça nous aide pas. Faut repartir encore. Ah, voilà. On se relance pas. Alors, pour ce genre de drôlerie, c'est sur la page Facebook de Égal RG2. On a toujours nos précieux commanditaires qui nous permettent à chaque semaine de continuer de faire l'émission. Et cette semaine, Alex, t'es où? Oui, François, cette semaine, je suis en direct du stationnement de Réalité Virtuelle et lui. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en illusions, chimères et fantasmes en tout genre. Pendant la pandémie, profitez de notre spécial Retour à la normale et replongez dans les activités les plus banales de l'ère pré-COVID, comme rencontre avec un comptable, magasiner des pneus d'hiver, être pris dans le trafic sur l'autoroute de votre choix, un nettoyage complet chez le dentiste en temps réel, se couper les ongles d'orteil, plier un drap contour, saluer quelqu'un sur le trottoir qui vous envoie la main mais qui en fait saluer quelqu'un derrière vous et faire la file pour se rendre compte, rendu au bout, qu'ils prennent juste l'argent comptant. En plus, jusqu'au 11 juillet, utilisez le code promotionnel Pilule Rouge et obtenez gratuitement la possibilité de jaser du dernier épisode de la série de votre choix autour de la machine à café avec le gars un peu bizarre du bureau. Réalité virtuelle et lui, là où virtualité rime avec banalité. Alex, est-ce que c'est une foule que j'entends derrière toi? Non, c'est pas une foule, c'est juste Arcade Fire qui vient de passer à côté de moi. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde, hein? Ouais. En tout cas, Alex, prends soin de toi, lave-toi les mains, puis reviens-nous en santé. Ah, je te dis que de marcher de stationnement en stationnement chaque semaine, ça me garde en santé. Voilà, merci Alex de toujours ton excellent travail. Je pense qu'on peut y aller avec nos bandes dessinées de ce soir, à commencer avec Tania. Oui, alors moi j'ai La Rose du ciel de J.P. Perrault qui est aux éditions Michel Quintin. C'est paru à l'automne 2018 et on est, pour ce qui est de l'histoire, 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a la méchante, la Baronne Noire, qui veut continuer ce que Hitler avait commencé et a heureusement échoué. Elle veut conquérir le monde et elle décide de commencer par le Québec. Donc, elle fait des plans de son côté et au Québec, on retrouve dès le début l'histoire de Maria Richard, qui est une jeune adulte et elle rêve de devenir pilote comme son père. Mais dans les années 50, les femmes ne sont pas pilotes au Québec. C'est pas un métier qu'on peut faire parce que j'imagine qu'il n'y a pas un balai au bout du manche à balai. Donc, elle va faire vraiment de nombreux efforts. Elle va quitter sa famille pour essayer de devenir pilote. Elle aura quelques embûches, mais finalement, son chemin va bifurquer pour une bonne raison, disons, mais ça va quand même bien se terminer et ça va l'amener à rencontrer la Baronne Noire qui s'amène donc sur notre territoire. Je ne vous en dis pas plus parce que
sinon je vais raconter toute l'histoire puis ce serait plus le fun après si vous voulez le lire. Mais à la fin, l'aventure est bouclée et on sent que c'est le début pour La Rose du Ciel parce que ça deviendra le surnom de Maria qui est la personnage principale. Donc J.P. Perrault a travaillé depuis longtemps sur cette bande dessinée-là. En fait, c'est un personnage qu'il a depuis longtemps, depuis au moins 2014. Et il lui a fait vivre quelques histoires courtes, mais là, on a vraiment, disons, la genèse du personnage. Et il a récemment terminé le dessin du tome 2. Donc, assurément, il y aura une autre histoire de La Rose du Ciel. Mais qui est J.P. Perrault? C'est un dessinateur-illustrateur qui est diplômé du programme de bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Il a fini en 2009 et il a fait beaucoup d'auto-publications. Et La Rose du Ciel était son premier opus chez un éditeur. Pour ce qui est de mon appréciation, c'est une bande dessinée jeunesse, donc il faut toujours se mettre en tête qu'on a peut-être entre 10 et 12 ans lorsqu'on lit cette bande dessinée-là. On voit qu'il y a un dessin qui est fait par ordinateur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain talent pour les paysages extérieurs. Vraiment, quand on voit la campagne, par exemple, il y a certaines vues du ciel, évidemment parce qu'on parle d'avion, elle veut devenir pilote. Mais là, je trouvais vraiment qu'on avait des beaux paysages. Les femmes sont mises de l'avant et là, j'aime ça. Donc, j'avais bien choisi finalement ma bande dessinée à travers tout le temps qu'on n'avait pas lu. Et là, j'étais vraiment très heureuse de ça. Et c'est pas un succès facile. Donc, c'est pas, ah oui, je suis une femme, je vais persévérer, je vais l'avoir. Non, il y a quand même des embûches. Et quand on pense, encore une fois, à une BD jeunesse, mais ça donne entre guillemets, une bonne leçon. Ça montre la valeur de l'effort et de la persévérance. Et ça nous montre aussi de ne pas laisser ses angoisses avoir le dessus sur soi et que prendre un autre chemin, des fois, peut être le bon aussi. Et là, on était dans l'habitude de chercher Tintin. Hein. J'ai pas à chercher Tintin, mais vous savez à quel point j'étais insultée sur le son de l'éternuement dans Tintin au Tibet. Hein. Quelqu'un qui éternue, qui atchoum en faisant Chang. Moi, j'étais bien insulté de tout ça. Tout le monde s'en rappelle. Hey, si on s'en rappelle, hey. Là, j'espère que vous en rappelez. Sinon, allez écouter l'épisode. Et j'ai trouvé un bon remplacement dans la bande dessinée. Il y a un des méchants qui dit Atchung. A-C-H-T-U-N-G. Ben oui, ça veut dire attention en allemand. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon remplacement au Chang qui a aucun rapport. Bon, OK, c'est peut-être pas dans la même circonstance, mais j'ai quand même trouvé mon petit clin d'œil à Tintin à travers ça. Puis c'est une bande dessinée que je recommande pour les jeunes, entre autres les jeunes femmes, parce que ça donne quand même un modèle intéressant là et plusieurs émotions à vivre à travers ça. Si U2 avait enregistré leur album pendant la saison du Rhume des Foins, ça aurait pu être Achtung Baby au lieu d'Achtung Baby. Ça aurait pu. Mais non. Voilà pour La Rose du Ciel. On rappelle que ce soir, on ne cherche pas Tintin, mais on fait le combat des BD, les BD québécoises qu'on n'avait pas encore eu le temps de lire, mais que maintenant, c'est fait. On le cherche pas, mais tu sais... Hein? Ben d'ailleurs, c'est ça. Si vous avez toujours oui, c'est ça. Est-ce qu'on cesse réellement de le chercher? Si vous trouvez Tintin dans votre BD, parlez-en. Ouais, on prend une petite pause de fouille pour débattre sur des BD jusqu'à ce qu'on soit un petit peu moins amis. D'ailleurs, Guillaume, je me rappelle que dans la saison 3, pendant le combat des genres super-héros, c'est à ce moment-là que l'émission avait failli tomber en ruine pour notre fameuse chicane de Watchmen. Tu dis chicane, moi je dis se claquer sauvagement aux doolies. Ben oui, on sait, oui. Mais en fait, tu t'es jamais présenté. Mais non, mais tu t'es jamais présenté parce que, bon, il y a plusieurs doolies, là, mais on n'avait pas précisé quel doolies, on avait juste dit le doolies. C'était d'un doolies à l'autre, là. Add doolies, add dooliesad. Hey, mêle pas le latin aux doolies. En tout cas, moi... Doolies, doolies. Doolies. Oui, ça, parti avec Watchmen, que tu t'es porté, t'as porté fièrement l'étendard de Watchmen, alors que je trouvais que... tu avais catégorisé comme le choix paresseux. Le choix paresseux. Et je maintiens ma position. Ben voilà. En tout cas... On croit qu'on souffle sur les braises de cette chicane-là, encore une fois. Mais les stationnements des doolies sont toujours permis, hein? Moi, ils sont grands pour de ça. Il va falloir régler ça à un moment donné, là. Tant qu'on reste à 15 mètres, je suis correct. Parfait. En tout cas, bon, ça, c'est de des vieilles histoires. Là. On ne recommencera pas à débattre de nos vieilles chicanes. On va passer à notre sujet plus joyeux. Olivier, deuxième BD.
Oui, moi, la BD que j'ai choisie cette semaine, c'est le projet Hatchung. No. C'est le projet Shiatsung. Une BD de Brigitte Archambault, publiée chez Mécanique Générale. La BD est sortie à la fin 2019, septembre, si je ne m'abuse. Fait que c'est quoi le projet Shiatsung? C'est une histoire qui est un récit là, assez intimiste, là, je dirais, puis assez particulier aussi. Là, on retrouve une femme dont le nom n'est pas mentionné là, durant la BD. Une femme qui vit seule dans un bungalow assez traditionnel là, de banlieue, mais elle vit seule depuis sa naissance dans ce bungalow-là. Elle a été élevée par un ordinateur qui se concrétise là, en un écran parlant. Donc, c'est un écran qui lui parle, là, qui d'ailleurs répond, lui, au nom de Shiatsung, cet écran-là. Et puis, on va voir la vie là, de cette jeune femme là, cette femme qui vit dans ce bungalow isolé. Elle va tranquillement là, découvrir la vie, beaucoup se questionner là, sur certains aspects de la vie, particulièrement des aspects qui se vivent en société, mais elle est seule, donc elle les vit seule, ces moments. Et puis, au fil du récit aussi, là, va s'opérer des changements, peut-être même un certain brin de révolte, mais je vais rester très prudent dans ce que je dis, puisque je pense qu'il est intéressant. C'est une BD qu'on gagne à découvrir là, tranquillement, là, puis je ne voudrais pas gâcher le plaisir de nos auditeurs. Brigitte Archambault a aussi un passé là, dans l'art contemporain et puis dans l'animation. Et puis ça se sent beaucoup dans cette BD-là qui est très stylée pour ceux qui ont peut-être eu la chance de la feuilleter, ou même la couverture là, nous donne un allure de caisse scolaire, la BD. C'est vraiment une forme particulière. Même tout est un peu déconstruit, là, même les fameuses phylactères, les bulles là, de BD sont très différentes là, de ce qu'on voit normalement. Là. Fait que c'est quand même rafraîchissant, quoique ça peut quand même aussi nous déstabiliser. Nous déstabiliser, bien sûr. Merci, Tania. C'est un style efficace, une lecture intéressante aussi. Il faut être prêt à lire tout ça, mais je pense que c'est un beau voyage là, que nous offre Brigitte. Là. D'ailleurs, c'est sa première BD là, qui a été publiée cette année. Là. En fait, en 2019. Là, puis vraiment, je crois que si elle se remet à la tâche plus tard, ça sera quand même une autrice à surveiller dans les prochaines années. C'est une BD qui avait été dans beaucoup de top 10 de fin d'année dans les bandes dessinées là, qu'on souligne à la fin de l'année. Voilà. Donc, c'était retrouvé vraiment souvent parce que moi, le nom, là, je l'avais vu passer. Puis justement, j'ai commencé à la lire tranquillement. Donc, je suis vraiment contente que tu dévoiles pas les punchs. Oui, c'est une BD bien audacieuse, là, vraiment. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, là, je la recommande aussi chaudement. Ben oui, ça. Moi, j'ai commencé à la lire aussi cette semaine en prévision de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le style qui me fait beaucoup penser à du... ça me fait penser un peu à Chris Ware. Tu sais, ce dessin un peu isométrique comme ça qui est quand même aussi très proche du design graphique. Donc, juste pour ça, c'est quand même... je trouvais ça vraiment un peu déroutant puis très intéressant en même temps. Ce genre de personnage-là. Là. Puis tu sais, le personnage se fait apprendre là, par Shiatsung, l'écran, là, puis ça représente, ça ressemble aussi un peu aux figures là, assez didactiques là, qu'on trouve dans les manuels scolaires. Oui, là, oui, ça fait un peu guide d'instruction, ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même, à mon avis, c'est voulu là, tout ça. Là. En tout cas, bien intéressant. Et on l'a pas mentionné, mais les bandes dessinées qu'on a toutes lues sont évidemment disponibles sur leslibraires.ca. On vous suggère d'aller les acheter. C'est donc on encourage nos librairies indépendantes et on encourage en même temps la bande dessinée québécoise. On n'est pas commandité par les libraires, on est juste commandité par des vraies compagnies. Oui, ben oui. Hein. Mais quand même, c'est quand même un bon site. On trouve de tout. C'est super pratique. Et des fois, si vous, ils font même des fois des petits dessins sur les boîtes de commandes. De toute façon, les libraires, ça n'existe même pas depuis plus de 40 ans. Oui, c'est vrai. C'est ça. Aucune crédibilité. 39 ans, je pense. Je vais y aller pour ma BD, moi. Le projet, pas le projet, mais Memoria, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est Memoria? En fait, c'est une BD qui est parue à l'origine en 1999,
qui est paru en 2 tomes. Le deuxième tome est paru en 2004 aux éditions 400 coups à l'époque sous le titre de Le naufragé de Memoria. Pendant la saison 2, alors qu'on avait fait l'épisode de Ricochet, Meurtre à l'impro, j'imagine que vous en souvenez tous. Oui, je me rappelle juste de ça. Meurtre à l'impro qu'on devait faire en live au festival Québec BD de cette année. Mais ce n'est que partie remise. Suivez. J'ai encore les bandes dessinées à la maison. Dire pour une fois qu'on était dans un communiqué de presse. Ben oui. Mais ce sera pour une autre fois. Mais François Jean en avait déjà parlé. Et là, le fait que la BD soit rééditée, ça me permet donc de vous en reparler ce soir. Memoria, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de science-fiction qui se passe dans un monde de réalité virtuelle. Si vous avez vu la série Westworld, c'est un peu le même concept, mais au lieu d'être des robots, là, on est carrément dans la réalité virtuelle. Quelque part entre la Matrice, Westworld, le film aussi Existence. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de David Cronenberg avec les manettes de jeux vidéo les plus dégueulasses de l'histoire. Les manettes de jeux vidéo organiques, c'est épouvantable. Organique? Oui, organique, c'est humain, c'est des manettes humaines. En tout cas, c'est bien spécial. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme sorti en même temps que tout ça, là, Existence, la Matrice, et c'est les mêmes thématiques, mais dans une BD québécoise. Et ça, c'est sorti, dans le fond, dans la période, ce que j'appellerais la période post-Cro, pré-Paul, dans le sens qu'il y avait plus de bande dessinée, il y avait à peu près pas de bande dessinée adulte qui était éditée. BD québécoise. La RPCPP. Oui, exactement. Donc, très peu de BD québécoises, point. BD québécoise pour adultes, on oublie quasiment ça. C'est paru à ce moment-là. Il voulait absolument faire une impression en couleur. C'était très rare. C'était très, très onéreux à l'époque. Puis même dans une entrevue, Jean-Paul Hyde, le dessinateur, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, pour se permettre la couleur, il fallait que les pages soient imprimées sur de l'espace en surplus, donc sur d'autres impressions, là. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, ça se passe dans ce monde virtuel-là, dans Memoria, qui est un des mondes virtuels que les visiteurs peuvent accéder. Et Memoria, c'est une espèce de grande ville des années 30. Le personnage principal s'appelle Benjamin Blake. Dans son résumé à l'époque, François Jean vous disait que c'était un NPC, un personnage non-joueur. C'est quand même très vrai. Donc, c'est un personnage qui est dans la réalité virtuelle. Et suite à une rencontre dans son taxi, c'est un chauffeur de taxi, il va être témoin que dans le monde du jeu, il y a un autre monde parallèle. Puis je veux pas trop dire ce qui se passe avec ce monde parallèle-là. Faut pas trop gâcher votre plaisir de lecture. Mais donc, il y a une espèce de monde parallèle où, disons, il y a peut-être une rébellion contre le vrai monde qui est en train de se manifester. Donc, ça a été écrit par Claude Paiement, qui est un auteur de théâtre, et dessiné et également coécrit par Jean-Paul Hyde, qui est un vétéran de Cro. C'est le créateur du personnage de Jérôme Bigras. On avait déjà parlé d'ailleurs du recueil de Jérôme Bigras pendant la saison 3. C'est un auteur, un dessinateur qui joue beaucoup avec les codes de la BD. D'ailleurs, si vous avez lu l'album de Jérôme Bigras, Le fond du trou, c'est que ça. Là, il joue avec... Il y a carrément un trou au milieu de la BD. Mm-hmm. Donc, c'est très méta. Il joue beaucoup avec les codes. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, si vous êtes au Québec, il y a des nouvelles aventures de Jérôme Bigras dans les 2 nouveaux exemplaires du magazine Cro, dont voici en ce moment le deuxième numéro. Vous voyez bien à l'écran. On le voit très, très bien dans nos oreilles. Avec Claude Paiement, Jean-Paul Hyde a écrit et dessiné La femme aux cartes postales qui a connu un succès, mon Dieu, qui a gagné un paquet de prix au Québec et je crois même à travers le monde, donc qui a été un très beau succès. Memoria, donc, c'est leur première œuvre commune. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé lire ça. J'ai trouvé que malgré le fait que ça a été écrit dans une espèce de période un peu floue dans la BD québécoise, c'est encore très actuel. Ça se lit encore très bien. Le dessin est magnifique. Jean-Paul Hyde, techniquement, là, c'est irréprochable. Très belle couleur, quand même assez abstrait, toujours des espèces de couleurs un peu verdâtres. Justement, il y a encore une fois une référence à la Matrice sans en être une, parce que c'est concurrent, c'est sorti en même temps. Alors, Memoria, c'est ça. À l'époque, c'était 2 tomes. Le premier tome s'appelait Scaphandre 8 et le deuxième tome s'appelle L'Abîme. Et franchement, le deuxième tome est vraiment beaucoup plus intéressant. Dans ce deuxième tome-là, le système s'écroule un peu, le jeu est déréglé. Jean-Paul Hyde, il retourne un peu à ses vieilles amours de Jérôme Bigras, dans le sens qu'il
qui fait beaucoup de méta-BD. Il joue avec les cases, il joue avec les pages. Tout au travers de la bande dessinée, il y a un monde en couleur, puis il y a un monde qui est en noir et blanc. Donc, c'est vraiment très... même un petit peu Mobius des fois. Là. C'est un peu le rêve un peu... le rêve qui se brise un peu, aussi comme un peu la fin d'Inception. Là. Donc, tome 2 de Memoria, vraiment, vraiment très cool. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ça, sans dire que ça n'a pas pris une ride, là, c'est un peu un gros cliché de dire ça des fois, des rééditions, mais ça se lit encore super bien. C'est dommage que ça soit un peu sorti comme pendant la pandémie, fait que ça n'a peut-être pas eu le rayonnement que ça aurait dû avoir, ce qui est un peu étrange puisque c'est sorti il y a vraiment longtemps, à une époque où ça n'a pas eu de rayonnement du tout. Alors, si vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous êtes des fans de science-fiction, ou juste de BD en général, Memoria, je le conseille fortement. Guillaume. Oui, alors à mon tour de vous parler de Humerlin par Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre, qui a eu 2 tomes aux éditions Michel Quintin. Le tome 1, Les épreuves de l'écuyer en 2018 et le tome 2, Pour le roi, point d'exclamation, en 2019. À ma connaissance, c'est leur premier album pour les 2 artistes, Jean-François Laliberté qui était au scénario et Sacha Lefebvre au dessin. Ça leur a permis d'être en nomination et même récipiendaire au prix BD Scosa du prix Réal Filion, qui récompense un auteur canadien, scénariste et slasho-dessinateur s'étant le plus illustré avec un premier album francophone professionnel. Alors, ils ont fait leur entrée en scène avec un bon fracas. Et le tome 2 était également en nomination au BD Scosa pour le prix Yvette Lapointe pour le meilleur album jeunesse de langue française par des auteurs canadiens. Malheureusement, ils l'ont pas eu, mais quand même, c'est un honneur d'être nominé, m'a-t-on dit. Qu'est-ce que c'est Humerlin? Eh bien, transportons-nous en l'an 2113 sur la station spatiale Camelot 2099. Déjà, voilà, ça passe sur les chapeaux de roue. La Terre est menacée par les rocs, une gang d'extraterrestres rocheux qui veulent notre eau et ils veulent détruire toute l'humanité pour l'avoir. Qu'est-ce qui se place entre nous et une mort terrible devant des minéraux maléfiques? Ouais. Eh bien, il y a les chevaliers, 12 doudes et doudettes qui ont décidé de sauver le monde en pilotant des robots géants qu'on appelle les chevaliers. Juste là, si vous n'êtes pas sur les pins dans la chair de poule totale, vous êtes mort en dedans. Laisse-moi vérifier. Malheureusement, l'un de ces 12 doudes et doudettes est mort au combat, ce qui donne une place libre dans la prestigieuse équipe des Chevaliers. Et là, il y a le jeune Liam Carter, un écuyer. L'écuyer, c'est comme les mécaniciens des super robots géants badass, qui se dit « Hey, je pourrais être chevalier, moi. » Fait qu'il s'essaye dans les épreuves de l'écuyer, ce qui est le titre du tome 1. Je donnerai pas de spoiler, mais ça marche pas. Mais quand même... il réussit quand même à sauver toute la station orbitale qui se fait attaquer par les méchants grâce à un robot badass chevalier qui a comme développé lui-même en catimini, qui appelle une unité mobile, entité robotique et lucide, ingénierie non conventionnelle. Et quand on prend les premières lettres, ça donne Humerlin. Parce que tous les robots, ils ont tous des noms des chevaliers de la table ronde, sauf que lui, il disait « Hey, personne n'a collé shotgun sur Merlin, moi, je vais le prendre. » Et là, il se retrouve au fur et à mesure avec un contact télépathique avec les méchants. On se dit « Ah, peut-être qu'ils sont pas si méchants finalement, mais oui, ils sont vraiment très méchants. Ils veulent notre eau, ils veulent tous nous tuer. » Et c'est ça, Humerlin, 2 tomes, et c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ça? Checkez. On est en quarantaine. Notre vie, c'est un petit peu de la boîte. Fait quand on fait servir sur un plateau d'argent une BD où est-ce qu'il y a juste des très gros robots, puis des méchants extraterrestres, puis des explosions, je dévore ça comme du petit lait. Tu sais, on a toute l'anecdote de la personne qui a comme trempé son beurre de pinot dans le chocolat d'un autre, puis ça donnait des Reese's Pieces, la chose la plus merveilleuse au monde. Eh bien, remplacer le beurre de pinot par les mythes des Chevaliers d'Apple Ronde et remplacer le chocolat par genre Neon Genesis Evangelion et ça donne Humerlin. Ça se prend
absolument pas au sérieux. C'est pas une satire. C'est quand même straight, mais c'est quand même très léger. Ça vise un public très large. Et c'est juste le fun. C'est de l'action. C'est pas du gros humour qui m'a fait taper ses cuisses, mais c'est quand même la 3e adaptation des mythes de Kaamelott, la plus drôle après Kaamelott de Alexandre Astier et Monty Python and the Holy Grail. Quand même, c'est pas rien. C'est quand même des grosses pointures. Oui, quand même. Il y a quand même plusieurs blagues ici et là. Ça m'a jamais fait faire haha, mais je souris tout le long. C'est le fun. Ça a vraiment mis un petit ice sur la journée où j'ai lu tout ça. Fait que ça va-tu changer votre vie? C'est pas une grande bande dessinée d'auteur, mais gars, c'est de la maudite BD. C'est le fun à lire. C'est juste ça qu'on veut. Moi, Guillaume, je veux pas lancer un pavé dans la boîte, mais tu sais, justement, dans les histoires là, d'histoires où le monde est attaqué là, par des hordes extraterrestres, et là, donc tu dis qu'il y a quelqu'un qui veut combattre, mais qui ne peut pas parce qu'il manque une place dans l'armée. Mais le gars, là, il veut combattre. Là, pourquoi pas faire une place au gars qui a un robot déjà prêt? Parce qu'il savait pas qu'il y a un autre robot. Puis en plus, c'est comme une affaire de népotisme un peu, parce que c'est comme le neveu du gros king de Lancelot. Puis là, le monde a dit, ben là, on va pas le faire rentrer juste parce que c'est son neveu, là, c'est n'importe quoi. Là. Il y a comme eu une audition, une espèce de 3 grands travaux de pas Hercule. Et là, c'est là qu'il a pas marché. Fait qu'il en a comme pris un autre dude à la place pour remplacer le dude mort dans les 12 dos des édoudettes. Mais moi, je dis, mettons, t'as un gros robot, là, puis la Terre est en péril, là. Va combattre. J'avoue, François. Non, mais puis je veux pas, là. À cheval donné, on regarde pas le très gros robot, là. On se rejoint. On se rejoint. Mais c'est des fois l'administratif dans tout ça, hein, il y a peut-être un quota de robots. Ouais, on le sait pas. Peut-être que le CRTC du robot veut pas qu'il y ait plus que 12 robots dans l'espace. Hein. Parce que une douzaine de robots, ça se place bien. Là. Tu as 2 rangées de 6, 3 rangées de 4, 4 rangées de 3. Quand tu vas sacrer un 13e robot, là, ça fuck tout ton organigramme. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être juste parce que 13, c'est malchanceux, puis c'est un chiffre premier, puis c'est dur à diviser. Ouais, t'as peut-être raison. Oui. C'est moi qui ai de mauvais poil. Guillaume, t'as dit que le personnage s'appelle Liam Carter. Liam Carter, oui. Moi, j'y vois vraiment un bel hommage aux années 90 à la musique avec Liam Gallagher et Nick Carter fusionnés en un seul personnage. En tout cas, je dis ça comme ça. Ben, puis Guillaume, tu n'as pas parlé du style, mais on est là-dedans aussi, hein? Dans la musique? Si je ne me trompe pas. Non, dans les années 90. C'est style très 90s, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu Image Comics. Ouais. Voilà. Ah ouais, à l'époque, si t'avais juste un prétexte pour faire exploser des choses, là, c'est ça qu'on a. Mais les personnages ont des pieds, là, un peu plus que dans... Oui. Ils ont des pieds, ils sont bien proportionnés et ils ont très peu de pochettes sur leurs uniformes. Donc on est loin de Rob Liefeld. Ouais. C'est ça, ça a été revu et corrigé. Pour le peu que j'ai regardé, j'ai essayé d'en regarder un petit peu de chaque BD, mais oui, je confirme, aucune pochette sur les vêtements. On se souviendra du Captain America de Rob Liefeld où on se demandait s'il y avait un sternum ou un immense kyste. C'est pour un des pires dessins de l'histoire de la bande dessinée. Ça, c'était épouvantable. Enfin, on ne reviendra pas là-dessus. Humerlin. Des extraterrestres, des robots, bang! Que vouloir de plus? Et maintenant, étant donné qu'on est un projet de recherche, on va essayer de faire de cet exercice un projet scientifique et on va avoir un quiz. Dans le fond, on va essayer de trouver des parallèles entre chacune de nos BD. Comme on va faire, on a quelques questions et avec ces questions, on va pouvoir déterminer quelque chose. Voilà. On va essayer de rassasier le goniomètre, lui montrer qu'on a fait notre travail. On va commencer. Allez-y comme vous voulez ou dans l'ordre de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne?
Mais non, dans La Rose du ciel, il n'y a pas d'allégorie de la caverne. Par exemple, les hommes qui voient pas les compétences et le potentiel des femmes, je trouve que c'est en quelque sorte un aveuglement, peut-être un peu volontaire, et que ça pourrait être une version féministe de l'allégorie de la caverne. Moi, de mon côté, là, il n'y a pas de mention directe, mais on se rappelle que le personnage vit dans un bungalow isolé du reste du monde, sans regard extérieur, où elle ne peut que s'imaginer ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, quand même, je crois qu'on flirte avec la caverne et son allégorie associée. Ben, pour moi, je suis pas prêt à dire oui, mais je suis pas prêt non plus à dire non. Parce que, justement, l'histoire des mondes parallèles et des personnages qui en apprennent un peu sur eux, puis un peu la quête existentielle de est-ce qu'on existe vraiment, est-ce que tout ça est réel. Il y a quelque chose de très allégorie de la caverne adjacent, je crois. Je suis pas un expert, là, mais un peu. Je vais donner un 18%, là. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est quand même pas pire. Mm-hmm. Pour Humerlin, Humerlin, c'est une grosse allégorie des chevaliers de la table ronde déjà. Puis en plus, dans le tome 2, on a une allégorie des trois mousquetaires puis une allégorie de Robin des Bois. Fait que malheureusement, tu peux pas avoir plus que 3 allégories dans une œuvre. Fait qu'il n'y a pas de place pour l'allégorie de la caverne. Est-ce qu'il y a une citation de Proust, de Marcel Proust? Ah, on l'a trouvé la semaine passée, oui, hein, dans Tom et Proust. Malheureusement, il est pas là. Il est pas là dans la mienne non plus. Par exemple, il y a beaucoup de citations qui sont des commentaires d'hommes qui disent tu devrais pas faire ça, les femmes peuvent pas faire ça, fixe-toi un objectif plus réaliste. Donc voilà, c'est pas Proust là, mais c'est insidieux. Je voulais juste en parler. C'est pas Proust, mais c'est insidieux. Ça pourrait mais être, les mots peuvent faire mal, c'est ce que je voulais dire. Et Proust maniait bien les mots. Voilà. Ça pourrait quasiment être le résumé de notre émission. C'est pas Proust, mais c'est insidieux. C'est pas Proust, mais c'est ça. Je pensais que le slogan de l'émission, c'était « Les mots peuvent faire mal ». Égal RG2. Ça pourrait être ça. Moi, de mon côté, dans ce bungalow, encore, il n'y a pas l'ombre d'un Proust. Mais... Mais tout de même, le personnage n'a pas besoin de cuisiner. En fait, elle n'a qu'à demander à l'ordinateur d'avoir un repas, puis il arrive 10 minutes plus tard, invariablement, qu'est-ce qu'elle a commandé. Donc, ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir au personnage, là, puis elle probablement que dans sa tête, peut-être, c'est tel du Proust. Il y a peu de gens qui le savent parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont rendus jusqu'à la fin de La Recherche du temps perdu, mais Albertine disparue, le 6e tome de La Recherche du temps perdu, c'est un long récit de science-fiction où est-ce qu'il y a des robots chevaliers qui se battent contre des roches extraterrestres. Donc, on a certainement une influence de Proust dans Humerlin. Ah ouais. Mm-hmm. Ben, pas de Proust pour moi non plus, mais il y a le personnage qui s'appelle qui est le président, si on veut, de la compagnie qui gère Brainstorm, qui est la compagnie donc qui a mis au monde le projet Memoria. Donc, pas de Proust, mais il y a quand même ce personnage-là, Steve Bates, qui n'est pas du tout une référence à Steve Jobs et à Bill Gates, qui dit: vous allez me ratisser cette putain de ville du plus chic palace jusqu'au trou le plus sordide. Je me fous de savoir combien cela va coûter, mais vous me la retrouvez avant qu'elle ne se pointe aux médias avec la réincarnation de Super Mario, même s'il faut racler le cul de la planète jusqu'au désert de Gobi. Wow. Je trouvais ça intense. Ben oui. C'est de la phrase. C'est même pas Proust adjacent. Non. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Ben, il n'y a pas de meurtre dans La Rose du ciel. Il y a des gens qui meurent là, parce qu'on est quand même dans une espèce de... On veut relancer une guerre mondiale en quelque sorte. Le premier mort, en fait, c'est un des pilotes néo-nazi, mais très, très proche, là, 5 ans après nazi, qui s'en vient au Québec pour tirer avec son avion sur des gens. Okay. Et il s'écrase, mais finalement, il veut pas être pris par l'ennemi, donc il est classique et croque une pilule de cyanure.
Et il n'y a pas de secte dans cette histoire-là, évidemment, de sexe. Il n'y a pas de secte non plus, mais surtout pas de sexe. Olivier? Moi, de mon côté, il y a effectivement pas de meurtre non plus dans tout ça. Il y a quand même une mort, mais c'est quelque chose de plutôt anodin là, qui se passe dans la vie du personnage. Fait que en fait, elle recueille un petit oiseau là, qui finalement ne passe pas la nuit. Là. Fait que c'est la mort qu'on a dans ce livre-là. Il y a quand même de la sexualité, mais je vais rester quand même flou dans tout ça puisque c'est un élément important de la bande dessinée. Donc, je vais vous dire seulement qu'il y en a et vous devrez le lire pour le découvrir. Dans U Merlin, la première mort apparaît page 15, je crois. Ben, j'ai comme numéroté les pages comme je pouvais parce que j'avais pas les numéros. Du premier tome, c'est Galahad, son pilote se fait perforé sévèrement. On voit pas la dite perforation, mais on voit le résultat qu'il y a beaucoup de liquide rouge. Et la première mort qu'on voit, page 39, où est-ce qu'on a une candidate à son poste de 12e dude qui se fait kické en dehors de son vaisseau par un gros extraterrestre en roche. C'est quand même très propre. Dans le tome 2, il y a beaucoup plus d'écrapous où est-ce qu'il y a du monde qui se font mâcher par des méchants extraterrestres minéraux. Et pour ce qui est du tout nu, ben on n'en a pas. Ça mise quand même un public large, alors c'est très, très chaste. On a des bisous dans le tome 2 parce qu'il y a un couple qui se forme, puis on voit une fille en serviette puis en soutien-gorge dans une page, mais sinon, c'est très, 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 très gentil. Dans Memoria, ben, il y a des meurtres, il y a des morts, mais en même temps, c'est dans un monde virtuel. Donc, est-ce que c'est des vrais morts? Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que nous sommes vraiment ici en ce moment? Tout ça est dur à dire. Mais ça reste que oui, bien sûr, il y a des meurtres, mais sont des vrais meurtres. Et pour du sexe, en fait, c'est plus de la nudité. Il y a quand même, il y a pas de scène de sexe là, quand même. C'est pas, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même de la nudité. Il y a un des mondes virtuels là, qui est une espèce de monde de dieu grec où tu peux devenir une espèce de dieu ailé. Et il y a des madames tout nues là-dedans. Donc oui, il y a quand même un peu de, il y a quand même un peu de nudité. Tu sais, c'est une BD pour adultes là, ça prend du tout nu. Ça prend du tout nu. Voyons donc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Ben oui, enfin, moi qui en cherche tout le temps. Oui, parce que la personnage principale, Maria, qui est la rose du ciel, ben c'est une femme. Et la méchante, ben c'est la baronne noire, donc c'est une femme aussi. Donc on a un combat de femmes entre les deux. Ce sont des femmes fortes qui arrivent à leur fin parce qu'elles l'ont voulu, elles l'ont travaillé, elles l'ont pas eu facile. Donc, je suis satisfaite de ce côté-là. Moi aussi, il y a quand même, on suit une femme tout le long du récit. Puis le deuxième personnage le plus fréquent, ben, c'est un écran de télévision qui parle. Donc, vraisemblablement, on a beaucoup de femmes dans cette BD-là. C'est un personnage quand même intéressant qui a du caractère, des réflexions aussi profondes, là, puis qu'on suit tout le long de l'histoire, là, puis qui se développe là, sous nos yeux. Fait que effectivement, c'est une belle thématique féminine dans cette BD-là. Dans Memoria, ben, comme je disais, c'est pas une BD de personnages tant qu'une BD d'histoire. C'est vraiment l'histoire qui est mise à l'avant-plan. Mais il y a le personnage dans le premier tome, surtout, d'une espèce de femme fatale, style années 30, qu'on suit plus dans le tome 1 et dans le tome 2, il y a si on veut, la créatrice du jeu, si on veut, ou l'architecte du jeu, qui est le docteur Kwan, qu'on trouve surtout dans le deuxième album. Donc, c'est pas mal les deux personnages féminins principaux dans Memoria. Dans U Merlin, il y a une quantité appréciable de personnages féminins. Il y a 3 chevalières dans la grosse équipe d'élite et il y a 2 personnages
secondaires féminins qui sont assez importants. Ben, t'as Geneviève Loiseau qui est comme l'acolyte, meilleure amie / avec une relation qui va évoluer dans le tome 2, qui est très importante. Et t'as comme la chef de la station orbitale que c'est une madame avec un œil de robot. Fait qu'elle c'est une femme en position d'autorité, puis c'est cool. Bref, il y a aussi assez de personnages pour qu'on passe... au début, on suggère un triangle amoureux dans le premier tome, mais finalement, ça se développe et à la grande surprise de tout le monde, ça peut devenir un quadrilatère quelconque, peut-être un parallélogramme amoureux ou un trapèze amoureux. C'est que tout se peut. Ensuite, est-ce qu'il y a un personnage avec qui tu irais prendre une bière? Moi, j'irais prendre une bière avec le colonel Cooper. Je vous en ai pas encore parlé, mais le colonel Cooper, c'est un ancien frère d'armes du père de Maria Richard. Donc, ils ont fait la guerre ensemble. En tout cas, je dirais pas ce qui s'est passé, mais ils ont fait la guerre ensemble et quand il réalise que c'est la fille de son ancien ami, bien, il la prend un peu sous son aile et il lui donne quand même des belles tâches, lui permet d'avoir une carrière intéressante. Et quand on le voit pour la première fois, il est dans son bureau, il est comme juste debout devant son bureau, puis il joue avec un avion. Il y a un avion parce qu'on est dans l'armée de l'air. Il joue comme un enfant avec son avion qui est sur son bureau. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui a des bonnes responsabilités, mais il n'a pas perdu son cœur d'enfant. Donc, j'irai prendre une bière avec lui. Olivier? Moi, de mon côté, j'irais prendre une bière avec la personnage féminine là, dont on suit le récit. Parce que, je le rappelle, elle est isolée dans son bunker, sans contact avec l'extérieur. Je pense que ça lui ferait du bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Puis, tu sais, elle passe ses journées à avoir les enseignements de Shiatsung là, qui lui apprend toutes sortes de choses sur la vie. Donc, j'imagine qu'elle a une bonne connaissance générale, une bonne culture générale. Là, puis, on a sûrement possibilité d'avoir des bonnes discussions avec ce personnage. D'ailleurs, je pourrais lui demander son nom puisque c'est inconnu du lecteur. Comment s'appelle cette dame qui porte un fabuleux afro. Hein? Peut-être qu'on l'a pas assez mentionné présent dans l'émission, là, mais fabuleux afro. Pour ma part, pas vraiment. En fait, à un moment donné, il y a un personnage virtuel qui arrête d'être virtuel. J'irais peut-être prendre une bière avec et essayer de le poker tout le temps pour essayer de voir si je peux pas passer à travers. Mais tu sais, c'est pas très gentil, là. Mais voilà. Le pilote de Caradoc, c'est un gros malabar moustachu sympathique qui s'appelle Bud Hill. Le gars s'appelle Bud. C'est parfait. C'est comme Bud Spencer et Terence Hill mélangés. Oui, c'est ça. Tantôt, on avait Liam Carter. Il y a peut-être un filon de les noms, c'est tous deux personnages de la même profession qui sont mergés. Peut-être, ouais. En tout cas, j'aimerais aussi dire que je prendrais une bière avec James Carter, l'oncle de Liam, puis comme le plus grand héros de la Terre. Sauf qu'à un moment donné, on le voit célébrer une victoire contre les extraterrestres en urinant sur la tête décapitée d'un des 10 monstres à l'intérieur de la station pendant qu'il célèbre la victoire. Et quelqu'un qui est aussi chill avec le pipi public. Tu veux pas virer une brosse avec, tu sais pas comment ça peut virer. Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Mais je pense que tout le monde devrait trouver un parallèle avec sa propre vie, avec ma bande dessinée, parce que on doit tous s'accrocher à ses rêves et suivre notre cœur. Oh, c'est beau, ça. Merci. Bon, je le répète encore une fois, le personnage vit dans un bungalow confiné, sans contact avec l'extérieur. Je crois qu'on peut faire un parallèle avec l'humanité présentement. Donc, ouais. Merlin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui pilote un robot géant pour protéger la Terre. Moi, j'ai même pas mon permis de conduire. Fait que s'il y a un parallèle, je le cherche encore. Puis moi aussi, il y a quand même, tu sais, en ce moment, là, c'est ça, c'est un monde virtuel. Est-ce qu'on n'aimerait pas un peu tous se retrouver à la place dans un monde virtuel où on peut faire tout ce qu'on veut, assouvir nos désirs les plus fous, faire les pires bassesses
et tout en étant confiné à la maison, tout était confiné dans un scaphandre, parce que les personnages, quand ils vont dans le monde virtuel, ils sont dans un gros scaphandre trempé dans une espèce de jus qui s'appelle le plasmide. Alors, je me dis, tu sais, tant qu'à être à la maison, pourquoi pas se faire notre kit de plasmide maison? Ça doit se faire, et s'il n'y a plus de levure, ben, il doit y avoir du plasmide encore dans les pharmacies. Ben, pourquoi pas, tu sais, au lieu de rester comme ça tout le temps chez nous, pourquoi pas aller voir ailleurs dans un monde virtuel et faire des choses qu'on n'imaginerait pas. Être un dieu grec, être un gangster, tout ça me semble très intéressant. J'ai pas de plasmide, mais j'ai bien du beurrel si t'en veux. Ben, si t'en restes, moi t'en prendre. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Je pense que oui. Moi, en tout cas, à chaque fois cette question-là, je répondais non parce que ma mère lit pas de BD, fait que c'est juste ça, mais je pense que oui. Ouais. Moi, je l'ai lu, par exemple, en numérique là, sur iPad. J'y prêterais peut-être la version physique. De mon côté, les codes de la BD sont un peu brisés dans tout ça. C'est vraiment une nouvelle une bouffée d'air frais, je dirais. Je pense qu'il faut être prêt à lire tout ça. Donc, moi aussi, ma mère n'étant pas une avide lectrice de BD, je suis pas sûr que la recommandation... Non, c'est ça. Je donnerais peut-être un petit tour de roue là, de quelques BD pour comprendre. Un petit Schtroumpf, un petit Spirou. Un petit Schtroumpf, un petit Spirou, ouais. Un petit Paul, Paul. Des fois, un Paul, c'est un bon... Un bon starter. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas grand public, mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient y trouver leur compte. Ben moi, je pense que oui. Ma mère avait quand même bien aimé les films de la Matrice à l'époque. Elle aimait bien le côté là, existentialiste là, de bon, est-ce que tout ça est vrai? Quelle est la réalité? Le côté philosophique qu'on retrouve encore, qu'on retrouve un peu dans Memoria. Donc oui, je pense que je pourrais le recommander à ma mère. Puis c'est quand même assez, oui, c'est assez grand public. Je pense que ça peut rejoindre quand même beaucoup de monde cette BD-là. Hey. Humerlin, pour ceux qui m'ont pas écouté depuis que j'en parle, c'est des gros robots chevaliers qui font exploser des extraterrestres roches méchants qui veulent notre eau. Ma mère, elle aime bien gros les livres de Francine Ruel. Ces deux univers sont-ils compatibles en soi? C'est dur. Je pense qu'il y aurait peut-être une ou deux BD à mettre entre les deux pour pouvoir créer un pont entre les deux genres littéraires. Un petit Paul. Ouais. Quelconque Torgal, je sais pas. Des bons Torgal. Ça pourrait être éventuellement recommandable, mais il faut que je construise quelque chose. Et on a une base à établir. Ouais. Ben, tu pourras retourner dans notre discographie, hein, Guillaume. On a fait un Torgal. Je pense qu'on a un épisode de Torgal. On a un épisode de Torgal, je confirme. On a abordé piger là-dedans. Là. On a abordé quelques Torgos. Et finalement, qui était la question à l'époque qu'on attendait tous avec impatience. Votre accord BD breuvage. Bon, alors moi, je l'accorde avec un cocktail qui s'appelle la Nana des montagnes. Ça fait comme l'ananas des montagnes. C'est une recette qui a été inventée par David Gauthier du Gros Luxe à Longueuil pour le festival Caribou, qu'on peut retrouver sur boiremixologie.com. Et c'est un drink dans lequel il y a 1 once et demi de rhum Chic-Choc, 1/8 d'once de Galliano, 1 once de sirop de gingembre et romarin, 1 once de jus d'agrumes frais, 2 onces de jus d'ananas et un amer au citron. Alors, pourquoi je choisis ce drink-là? Ben, premièrement, parce qu'il est assez fort en alcool, quand même 1 once et demi au moins de rhum, là. Donc, c'est assez puissant, un peu comme les femmes qu'on retrouve. Il y a un côté sucré, qui est le côté féminin, mais il y a un sirop de gingembre aussi qui vient, là, piquer un peu, comme font les personnages féminins dans la bande dessinée La Rose du Ciel. Moi, de mon côté, je suggère un Loneliness, qui est un drink composé de 1 once et demi de vodka, 3/4 d'once de jus de citron
3/4 d'once de sirop de vanille, 1/3 d'once de blanc d'œuf et de la mer à l'orange. En plus d'être un drink intéressant et frais, c'est un drink où est-ce qu'il y a une petite quantité de blanc d'œuf. Puis quand on vit ça, des fois, on se ramasse avec un demi-œuf, tu sais, qu'on sait pas trop quoi faire avec. Là, fait que c'est une occasion parfaite, en plus de joindre l'utile à l'agréable. Et puis, si vous êtes, par contre, une télé parlante, eh ben là, je suggère juste un petit push de Windex et un petit coup de chiffon propre pour redorer votre allure. Moi, je suggère, pour aller avec ça, un perte de mémoria, c'est-à-dire les couleurs, c'est souvent dans le vert, un peu dans le orange. Dans l'orange, un peu vers le pêche. Et il y a également des scènes en noir et blanc. Donc, je proposerais moitié crème de menthe, moitié jus de pêche, moitié tequila. Et là, tu t'en enfiles comme 5-6 jusqu'à ce que tu penses que le monde autour de toi n'existe plus. Tu sais, que tout n'est qu'un mystère et que fabulation. Donc voilà, le perte de mémoria. La pastille de saveur que je décerne à Hugh Merlin, c'est chevaleresque et futuriste. Donc, je suggérais qu'on lise Hugh Merlin en buvant un cocktail à la fois vieillot et moderne. Je suggère un hydromel sour. Donc, moitié hydromel, 1/4 de sirop simple, 1/4 de jus de citron. Vous pouvez essayer cette recette à vos risques et périls. Ça goûte probablement le yaourt. Ben, ça se pourrait. Y a l'hydromel, est-ce que ça se vend encore? Est-ce qu'il y en a à SAQ? Oui, il y en a. Oui. Ah ouais. OK. Oui. En ça, puis une crème de menthe avec du jus de pêche. Là. Ça de même aussi, mais c'est... Il faudrait que je révise mes maths aussi. Je suis pas sûr qu'un tiers, ça fait une demi. Non, ouais, une demi, ça fait pas un. Ouais, c'est ça. En tout cas. Quand c'est ton 3e perte de mémoire. Ben voilà, ça fait le tour de nos 4 BD ce soir, qui, je le rappelle, étaient La Rose du Ciel de J.P. Perrault, que Tania Beaumont nous a défendu. Olivier Morissette, lui, c'était le projet Chiatsung de Brigitte Archambault. Moi, c'était Mémoria de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. Et Guillaume, comme il nous l'a dit à répétition, des gros robots. Est-ce que j'ai mentionné que c'est des gros robots? Qui combattent des monstres roches, oui. Oui. Et c'est Hugh Merlin de Jean-François de la Liberté et Sacha Lefebvre, publié aux éditions Michel Quintin. Ben voilà, ça fait le tour pour ce E=RG2 spécial BD québécoise dont on n'avait pas eu encore le temps de lire, mais que maintenant nous avons eu le temps de lire. C'est le combat des BD. On va peut-être faire de quoi sur notre page Facebook pour essayer de voir si vous les avez déjà lus et laquelle, selon vous, est la meilleure de ces 4 BD. D'ailleurs, pour se faire aller sur notre page Facebook RG-CKRL ou tout simplement E=RG2, vous pouvez réécouter tous nos épisodes, évidemment, en podcast sur Apple et Google, Twitter ERG2 ou le hashtag Matraquemolle. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Hello! Non, bye! Ah, Seigneur, je vais l'avoir. Bye! Olivier Morissette. Salut François, merci. Et Guillaume Plante. Bye tout le monde. Commencez à construire vos robots géants. On ne sait jamais quand les méchants rochers vont débarquer. Alors, oui. Alors, nous, on se dit à une prochaine fois. On vous donne les conseils habituels. Lavez-vous les mains, lisez des bandes dessinées et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de =RG2.